Time to Shift, c'est le podcast qui éclaire sur les enjeux énergétiques et climatiques contemporains pour progresser vers une économie post-carbone. À qu'il est dur de quitter la chaleur du plaid dans l'aine naturelle des Pyrénées. Mais fidèle à sa parole, votre podcast sort une nouvelle fois de sa bulle shiftienne pour faire entendre de nouvelles voix et de nouvelles idées. Aujourd'hui, l'Institut Rousseau. Think Tank, groupe de réflexion privé qui produit des études sur des thèmes de société au service des décideurs. À Time to Shift, on a 2 thèmes, le climat et l'énergie. Et en France, des think tanks, il y en a pas mal. Alors on en a choisi 3, arbitrairement mais pas au hasard non plus. Dans cet épisode, on propose d'écouter Nicolas Dufresne et Guillaume Kerlero de Rosbo, respectivement directeur et expert transition énergétique pour l'Institut Rousseau. Messieurs, à vos présentations. Nicolas Dufresne, donc j'ai le plaisir d'être le directeur de l'Institut Rousseau. Dans ma vie professionnelle, je suis administrateur à l'Assemblée nationale. J'ai passé 10 ans à la commission des finances et depuis 3 ans, je travaille à la commission du développement durable. Donc l'Institut Rousseau, c'est un beau projet, un projet collectif qui a démarré en 2020. Par une petite bande à l'origine de personnes, chercheurs, hauts fonctionnaires, cadres du privé et du public, qui voulaient porter une parole forte sur la question de la reconstruction écologique, sociale et républicaine. Et donc on avait cette idée de monter un laboratoire d'idées. On s'est fixé comme règle de ne jamais soulever de constats sans soulever de propositions, au moins de pistes qui pourraient permettre d'améliorer les choses. On s'est vite concentré sur les questions écologiques, les questions sociales, les questions institutionnelles. Aujourd'hui, l'Institut comporte plusieurs centaines de personnes, de différents horizons. Je crois que les propositions qu'on a portées dans le débat public ont été importantes, reconnues, ont suscité plusieurs fois le débat et on compte bien continuer. Merci monsieur le directeur. Guillaume ? Donc moi c'est Guillaume Kerlero de Rosbo. Moi je suis ingénieur, j'ai fait ma carrière dans le conseil. Pendant une dizaine d'années, j'ai dirigé notamment un cabinet de conseil en stratégie et en prospective sur la transition énergétique qui s'appelait Enea Consulting. J'ai commencé à m'investir à l'Institut Rousseau il y a à peu près 2 ans. D'abord pour donner un petit coup de main et puis petit à petit je me suis retrouvé à piloter un gros projet qui s'appelait 2% pour 2 degrés. Puis son extension européenne qu'on est en train de faire actuellement. En fait, ce projet, il est parti du constat qu'il y a déjà beaucoup de gens qui ont très bien expliqué comment il fallait transitionner, notamment le SHIFT, le PTF, le plan de transformation de l'économie française que vos éditeurs connaissent sûrement par cœur, ou des travaux de l'ADEME, de Négawatt, etc. détaillent assez bien, voire très bien comment il faut faire. Mais globalement, personne n'avait répondu, ou suffisamment bien répondu à la question du combien ça coûte, combien il faut mettre sur la table pour que ça se passe. Ce qui est quand même un paradoxe. On se donne des objectifs de plus en plus ambitieux, mais on ne se donne pas les moyens de le faire. On ne sait même pas combien exactement il faudrait mettre sur la table. Donc l'objectif de ce rapport, c'était vraiment de repartir de tous les secteurs d'activité de l'économie française qui émettent du CO2, transport, industrie, agriculture, bâtiment, production d'énergie et j'en passe. De relister tous les leviers de décarbonation, donc toutes les façons efficaces de réduire les émissions dans ces secteurs, de refaire des scénarios en se basant sur des études existantes. Le but, c'était pas de réinventer la roue. Et l'innovation, la vraie valeur ajoutée, c'était d'ajouter une couche de coût d'investissement à tout ça pour dire, OK, combien il faut mettre pour actionner ça, ça et ça dans tel et tel secteur. Et ensuite, comment on fait la répartition de l'effort entre le public et le privé. Donc en face de tous les leviers, on a des propositions de politique publique, il y a plus de 70 propositions dans le rapport, et on les chiffre, donc ça donne aussi le poids de l'effort qui pourrait être porté par le public versus le privé. Et on s'intéresse aussi à comment on finance tout ça, comment on adapte la tuyauterie de financement. Les travaux du SHIFT ont servi de source d'entrée à notre étude 2%, c'était pas la seule. On voulait pas spécifiquement être prescriptif sur une source, donc on a fait un état de l'art qui balayait relativement large, dont vos travaux. Typiquement, le PTF a servi de base d'hypothèse physique pour nos scénarios de transition, pour un certain nombre de paramètres, et de base pour tout ce qui était emploi, puisque, je ne l'ai pas mentionné, mais on a aussi dans le rapport toute une partie sur les avantages de transitionner, pour montrer que ce n'est pas juste un poste de coût, et qu'il y a plein de bénéfices, y compris purement économiques, à le faire. Et la création nette d'emplois, que vous avez bien démontré dans votre rapport, est un exemple. Et puis dans la version Europe de ce travail
qu'on est en train de faire. Donc le projet s'appelle Road to Net Zero. Si je dis ça, je fais référence à ce projet. Dans ce projet, il y a une partie des Shifters in Finance, du STIF, qui est partenaire du projet. On les salue d'ailleurs s'ils nous écoutent. Passons à une question test. Aujourd'hui, la transition écologique, elle est partout, au moins dans les discours. Alors, pour l'Institut Rousseau, c'est quoi au juste cette transition écologique ? Alors nous, on aime bien utiliser le terme à l'Institut de reconstruction écologique. Alors pourquoi reconstruction écologique ? Parce que on veut insister sur une double dimension. D'abord, il va falloir une reconstruction de nos économies comparable, me semble-t-il, à celle qui a eu lieu après la Seconde Guerre mondiale, où nos économies étaient dévastées et où on a dû les reconstruire sur d'autres bases. Je pense vraiment que les enjeux écologiques nous invitent aujourd'hui à déconstruire un certain nombre de manières de penser, de dogmes, de croyances et à les reconstruire sur d'autres bases. Par exemple, il va falloir que les enjeux écologiques irriguent l'ensemble des politiques publiques. On ne peut plus penser en silos, séparés les unes des autres. Il va falloir les penser ensemble. Il va falloir repenser notre lien à la nature. Il va falloir repenser nos priorités en matière de financement, en matière d'investissement, en matière de mode d'action dans tous ces domaines. Et donc voilà, ce double effort à la fois de reconstruction matérielle d'un côté, de reconstruction intellectuelle de l'autre, se prête véritablement à la question écologique qui nous offre, il me semble, une opportunité unique de nous repenser en tant que civilisation, en tant qu'espèce, en tant qu'être vivant qui habite une planète et avec laquelle on doit apprendre à vivre en symbiose. Ce pilotage, pour atteindre l'objectif de maintenir le réchauffement climatique sous les 2 degrés et aussi de s'adapter au réchauffement qui a lieu et qui aura lieu, comment est-ce que vous le voyez en fait ? À quoi est-ce que vous pensez quand on parle de piloter l'économie ? Il y a 2 dimensions. Il y a une dimension en effet sur la question des moyens et une dimension sur la question de la gouvernance. Alors, la question de la gouvernance qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on a quand même un certain éclatement à la fois au niveau des structures et au niveau des stratégies. Au niveau des structures, on a eu la multiplication, le Haut Conseil pour le climat, la Convention citoyenne pour le climat, aujourd'hui le secrétariat général à la planification écologique, etc. On a eu beaucoup de structures qui n'ont pas forcément de moyens. On a des structures aussi évidemment plus spécialisées, l'ADEME, l'OFB, etc. Tout ceci manque peut-être un peu de cohérence et de véritable portage dans le temps. Et ça se retrouve, cette dualité, cet éclatement se retrouve aussi au niveau des stratégies. On a, et ça c'est ce que disait aussi Guillaume en introduction, on a des stratégies aujourd'hui, la stratégie nationale bas carbone, la programmation pluriannuelle pour l'énergie, la stratégie nationale pour la biodiversité, et toutes ces stratégies sont pensées en fonction des objectifs, mais malheureusement ne sont pas associées à des moyens, et notamment à des moyens budgétaires et à des moyens financiers. Et donc, ça nous crée un problème de cohérence, peut-être un problème d'ambition. Et nous, justement, tout l'objet des travaux qu'on mène, c'est de mettre fin à cette espèce de dualité qui consiste d'un côté à penser les objectifs, mais sans penser les moyens qui vont avec. Et il nous semble qu'une des réponses qu'on peut apporter pour remettre un peu de cohérence là-dedans, c'est d'avoir véritablement, de développer, de s'appuyer sur la notion de bien commun pour développer des systèmes de gouvernance partagés qui permettent d'associer l'ensemble des acteurs, y compris les citoyens, les entreprises, pour faire véritablement des constats communs, un peu, j'allais dire un peu à la manière du Conseil national de la résistance, qui avait fait aussi cet effort vraiment d'une vision, de dégager une vision commune. C'est ce qu'avait très bien fait la Convention citoyenne pour le climat. Malheureusement, ces recommandations sont quand même restées en grande partie lettres mortes, et c'est aujourd'hui redonner du pouvoir à ces systèmes de gouvernance collectifs et leur redonner les moyens d'être prescriptifs et pas seulement d'être pour avis d'un gouvernement qui ensuite s'en débarrasse. Et puis ensuite, il y a tout plein de choses à faire du point de vue, en effet, des investissements et du pilotage économique proprement dit. Et je laisse la parole à Guillaume. En gros, ce qu'on démontre notamment avec l'étude 2% pour 2 degrés, tient on va dire en 5 points. Le premier, c'est, on vient un peu de le dire, mais se donner des objectifs ne suffit pas, aussi ambitieux qu'ils soient. Si on se donne pas les moyens de nos ambitions, on se paye de mots. Et dans le monde dans lequel on vit, se donner les moyens de nos ambitions, c'est quoi ?
c'est notamment rediriger l'argent vers ce qui est utile pour la société. Or, ce qui est bon pour la société d'un point de vue climat, on sait déjà parfaitement ce que c'est la bonne nouvelle. Rénover les bâtiments thermiquement, énergétiquement, convertir le système agricole intensif et basé sur de la chimie, le remplacer par de l'agroécologie, investir massivement les transports en commun, les alternatives en fait en général aux tout-voitures et à l'avion, etc. C'est ce genre de choses. Le point 2, c'est pour rediriger cet argent, il faut organiser un basculement massif des investissements qui sont aujourd'hui réalisés dans des filières, des activités, des équipements, on va dire non compatibles avec l'impératif climatique, écologique en sens large. Donc ce qu'on appelle, si on met des petites étiquettes colorées, tout ce qui est gris et brun, pour le rebasculer vers des filières de transition, ce que je viens de dire, qu'on va qualifier de vert, pour faire simple. Autre exemple, simple, tout ce qu'on dépense actuellement dans les voitures thermiques individuelles, il faut urgemment le basculer vers des investissements dans le train, les transports en commun, le vélo, et des voitures électriques partout où on a encore besoin de voitures. 3, il faut juste rediriger ces investissements tendanciels gris-brun vers du vert ne suffira pas. Il faut aller au-delà et chercher et financer des investissements supplémentaires qui sont équivalents pour la France à environ 2,3% du PIB actuel, donc c'est à peu près 57 milliards d'euros par an, d'où le titre du rapport 2%. C'est bien 2% du PIB en plus pour atteindre nos trajectoires de degrés. Et 4, ce qu'on dit aussi, c'est que tout ça ne va pas se faire par magie et que la main invisible du marché va pas forcément suffire. Sinon, ça serait déjà fait, n'est-ce pas ? Et c'est donc, on le pense, à la puissance publique notamment d'intervenir, de jouer son rôle de donneur de cap, de donneur de cadre, de catalyseur des investissements privés et de prendre aussi en charge certains investissements dans les cas où ces derniers ne sont pas suffisamment actionnables par le privé, notamment par les particuliers. Si je prends l'exemple de la rénovation thermique énergétique des bâtiments, il y a tout un tas de foyers en France qui n'ont pas le budget ou pas la trésorerie pour faire ces investissements tout simplement. Par rapport à ce rôle de la puissance publique, je l'ai dit tout à l'heure, on a 70 propositions de politique publique qui détaillent tout ça dans le rapport. En termes de montant, sur les 57 milliards par an que je disais tout à l'heure, 36, donc à peu près les 2/3, pourraient être pris en charge par le public. Et pour donner des ordres de grandeur qui parlent un peu plus aux gens sur ces 36 milliards, globalement, c'est ce que l'État paye tous les ans aux banques et aux investisseurs financeurs privés pour rouler les intérêts de sa dette. C'est à peu près ce qu'on a mis sur le Covid, par exemple, dans le plan d'urgence Covid. C'est moins que des gros ministères. C'est 3 fois moins que l'évasion fiscale en France chaque année. Globalement, c'est des ordres de grandeur que l'État manipule régulièrement, qui sont tout à fait actionnables. Alors là, on est entre bons Français, et donc du coup, on discute de l'État, mais franchement, est-ce qu'il peut tout faire ? La réponse, c'est un peu dans la question, alors je vais la reformuler. Le fonctionnement économique de notre société, aujourd'hui, il comprend des acteurs internationaux, et le premier d'entre eux étant l'Europe. Ensuite, il y a aussi les collectivités territoriales, qui sont les premiers investisseurs publics. Ensuite, il y a les entreprises de toutes les tailles, de la multinationale à la PME, et évidemment, viennent à la fin, en bout de chaîne, les consommateurs et les citoyens. Alors, comment est-ce que vous pensez la répartition des rôles entre tous ces acteurs qui sont plus ou moins motivés à opérer la transition ? Oui, bien sûr qu'il y a une répartition à penser. L'État, c'est le cadre général, mais à travers les actions de l'État, on peut irriguer l'ensemble des actions des acteurs privés ou des collectivités. Bon, par exemple, les collectivités dépendent largement de la dotation globale de fonctionnement qui leur est versée par l'État et qui stagne. Et le droit ne permet pas aux collectivités de s'endetter autrement que pour des dépenses d'investissement. C'est pour ça que la majeure partie de l'investissement public se fait à travers les collectivités. Mais c'est pas suffisant parce que dans bien des cas, on s'aperçoit que des collectivités atteignent rapidement leurs limites en capacité d'endettement et en capacité de financement et laissent de côté un certain nombre de tâches essentielles à accomplir pour atteindre la neutralité carbone et ne les réalisent pas. Et donc, du coup, il faut davantage de soutien public. Les États eux-mêmes sont contraints par des règles budgétaires souvent contre-productives et qu'on avait
aboli suspendu en tout cas pendant la pandémie, mais qu'on s'apprête à rétablir, je le dis à tous ceux qui nous écoutent, au 1er janvier 2024. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a parlé de l'abolition définitive de ces règles, ou au moins, disons, de leur réforme complète. Eh bien non, on se prépare à les rétablir au 1er janvier 2024 et on se prépare à ne pas... à garder les objectifs chiffrés, 3% de la dette et de déficit et 60% de dette publique, sans intégrer d'exception pour les investissements écologiques. Donc ça fait partie des choses qu'on doit réformer aussi au niveau de l'Union européenne pour permettre aux États de jouer leur rôle. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Si on parle par exemple de la Banque centrale, il faut que la Banque centrale abolisse son principe de neutralité monétaire, qui aujourd'hui, dans ses achats d'actifs, qui comme vous le savez sont très importants, ça représente des milliers de milliards d'euros d'actifs qui pour l'instant ont été investis en respectant soi-disant la neutralité de marché, c'est-à-dire les équilibres de marché. Or ce marché est dominé à l'heure actuelle par les énergies fossiles et par des activités qui sont défavorables à l'environnement. Donc au lieu d'être neutre, cette politique-là conduit à reproduire, à fossiliser un état des lieux de l'économie au lieu de le transformer. Là aussi, c'est des cadres qui sont pleinement à changer. On peut aller plus loin, on peut redescendre d'un niveau, passer du côté du privé. Là aussi, on a des choses nombreuses à réinventer. Au niveau des entreprises, c'est le fait de développer une comptabilité écologique, par exemple, d'apprendre à compter ne serait-ce que les dommages qui sont faits à l'environnement par les activités privées. Aujourd'hui, on a des mécanismes de reporting extra-financiers, mais ça ne suffit pas, on le voit bien. Il faut vraiment toucher beaucoup plus loin au portefeuille et donc avoir des mécanismes de comptabilité écologique. On voit bien aussi que ce qu'on appelle improprement la finance verte, aujourd'hui, ne remplit pas son rôle. Quand une entreprise émet une obligation verte, que va regarder l'acteur qui va la financer? Il va regarder sa capacité de remboursement et la rentabilité que lui accorde cette obligation. Si c'est suffisant pour lui et que ça finance quelque chose de vert, tant mieux. Mais généralement, il l'aurait financé exactement de la même manière s'il n'y avait pas l'étiquette verte. Bon, donc on voit bien que la finance privée ne suffira pas sans réforme importante du cadre. Et je pense que là, pareil, il faudrait qu'on appelle finance verte que ce qui apporte une additionnalité réelle sur la base de sous-jacents véritablement verts, d'investissements véritablement verts, qu'on peut définir par exemple à travers les progrès en Europe de la taxonomie. Et c'est à ce compte-là que on va commencer à changer l'ensemble des structures qui doivent l'être. Mais aujourd'hui, il faut admettre qu'on en est encore loin. On a encore beaucoup de chemin intellectuel à parcourir, que ce soit au niveau du privé, au niveau des États, au niveau des institutions européennes pour y parvenir. Il y a une partie prenante qui me semble intéressante de développer aussi, c'est les individus. Pas tant en tant que consommateur, parce qu'on en parle beaucoup, même si c'est vraiment nécessaire que chacun fasse son possible pour réduire son empreinte, mais c'est pas suffisant. Il y a d'autres amis, César Dugast et Alex Soyeux de Carbone 4, du cabinet de conseil Carbone 4, qui ont produit le rapport Faire sa part, là, qui montre très bien que on peut atteindre que 20 à 40% en gros de baisse d'émissions au niveau sociétal par les comportements individuels, mais qui a la majorité qui est basée sur la manière dont on est organisé, le système, on va dire. Et il faudrait pas laisser le débat politique se focaliser uniquement sur les comportements individuels, ce qu'on a tendance à faire en culpabilisant les gens, sans leur offrir en fait les solutions systémiques qui vont avec et qui leur permettraient effectivement de changer de comportement, et on arrive vite sur des sujets type gilets jaunes par exemple. Donc je ne voudrais pas développer tant le côté consommateur que le côté citoyen en tant que partie prenante du processus démocratique. Donc à minima en tant qu'électeur, mais à maxima on pourrait aller vraiment beaucoup plus loin comme acteur beaucoup plus direct, voire Convention citoyenne pour le climat par exemple, qui est un parfait exemple, me semble-t-il, de processus intéressant où on voit le niveau d'ambition incroyable qui a été obtenu à la fin par une assemblée tirée au sort bien au-dessus de ce qu'a jamais proposé n'importe quel gouvernement de l'histoire de l'humanité globalement, j'exagère à peine. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à l'Institut, on traite vraiment le triptyque écologie, justice sociale
et renouveau démocratique, parce que tout ça va ensemble et les uns ne vont pas sans les autres. Il n'y a pas de transition sans justice sociale, CF encore les gilets jaunes, il n'y a pas de transition sans adhésion populaire, à moins de tomber dans du sécuritaire totalitaire, et il n'y a pas d'adhésion populaire sans justice sociale et sans renouveau démocratique. Et troisième couche possible de l'individu, c'est de s'engager potentiellement dans des structures collectives. Ça pourrait être dans son entreprise, où on voit bien l'impact progressif des gens qui vont faire des fresques du climat, des ateliers d'automne dans leur boîte. Ça peut être aussi des syndicats, par exemple, ou d'autres courroies de transmission qui peuvent permettre d'infléchir un petit peu progressivement le rapport de force et faire changer les choses. Alors Guillaume, tu as évoqué la question de la justice sociale et donc fatalement des inégalités. Les inégalités, on peut les observer, les mesurer, alors à l'échelle de la France, à l'échelle de l'Europe et même à l'échelle du monde. Et à l'intérieur des pays, comme entre les pays, on est globalement pas également riche. Et si on revient à notre sujet climatique, on est aussi globalement pas également émetteur de gaz à effet de serre. Or, ça fait quelques années qu'à ce sujet, les tendances sont claires. Peu importe le pays, ce qui compte désormais le plus dans les émissions de gaz à effet de serre, c'est le niveau de richesse des gens, et donc plus leur nationalité. Donc autrement dit, pour savoir combien quelqu'un pollue, mieux vaut avoir sa fiche de paye que son passeport. Et donc ça, c'est inscrit dans un très sérieux rapport du World Inequality Lab. Alors, qu'est-ce qu'on peut en penser ? Est-ce que c'est la faute de la mondialisation, vu qu'elle a quelque part aboli les frontières, au moins pour l'argent ? Et est-ce que du coup on doit rectifier le tir ? Et est-ce qu'on peut dire, pour aller vite, que le climat est un altermondialiste ? Clairement, oui, les sujets environnementaux sont inégalitaires à plusieurs titres. Clairement, on a démontré académiquement qu'on parle de pays ou d'individus au sein d'un pays donné, les plus riches en général sont responsables de la grande majorité des émissions. Si on donne quelques stats, au niveau mondial, c'est 10% des plus riches qui émettent 50% des émissions. Au niveau France, la moyenne des émissions, c'est 11 tonnes de CO2 par an, mais ça va en fait de 4 tonnes pour le premier décile, donc les 10% les plus pauvres, à quelque chose comme 31 tonnes pour les 10% les plus riches. Donc il y a un facteur 8 en fait entre les deux. Ce facteur d'ailleurs il est de 24 aux États-Unis, j'ai regardé ça, et de 46 au Brésil. Donc c'est majeur quoi. Et ça c'est si on regarde la photo à l'instant T, mais si on prend l'historique et qu'on regarde les émissions cumulées, par exemple à l'échelle de pays, depuis la révolution industrielle, la facture elle est encore largement plus déséquilibrée puisque évidemment nous on s'est développé en émettant sur base fossile plus vite que les autres. On sait également que les pays du Sud sont plus vulnérables et exposés aux effets du changement climatique. Je vais pas forcément développer ça. Et c'est pareil au niveau à l'intérieur d'un pays. Quand le prix de quelque chose augmente ou quand on attend, voir l'énergie en ce moment par exemple, ou quand on attend des particuliers qui investissent dans des objets de transition, par exemple rénover leur logement, acheter une voiture électrique, ce coût représente une part plus élevée de leur budget et donc c'est en proportion un effort plus important qu'on leur demande. Et comme la transition porte globalement sur des besoins essentiels, se loger, se déplacer, se nourrir, vous connaissez bien, ce sera plus difficile pour les classes populaires. Donc une fois qu'on a dit ça, oui, il faut compenser ça. Et encore une fois, il y a des mécanismes de gouvernance au niveau des institutions et de la puissance publique qui peuvent être faits. Donc à l'échelle des pays nord-sud, il y a un certain nombre de mécanismes qui ont été créés. Il y a le fonds vert pour le climat de Copenhague qui est censé donc être financé par les pays du Nord pour aider les pays du Sud à transiter. Bon an, mal an, on a du mal encore à le financer à la hauteur de ce qui était prévu. On peut parler des imperfections de ce mécanisme, mais il est là normalement pour ça. Il y a eu aussi un fonds là, qui a été créé à la dernière COP pour tout ce qui était adaptation des pays du Sud et non pas l'atténuation qui était l'objet du fonds précédent que j'ai mentionné. Après, au niveau à l'intérieur d'un pays, on peut imaginer plein de choses, mais si on part du principe que effectivement les riches qui ont de loin le plus d'impact, on peut raisonnablement se dire qu'ils doivent davantage participer à l'effort. Et ça, il y a plein de mécanismes qui existent. Taxes sur les hauts revenus, taxes sur les super profits, taxes sur les transactions financières. Voilà, et même des économistes, tout ce qu'il y a de plus orthodoxes et libéraux, le proposent désormais. Enfin, on voit bien
l'Inflation Reduction Act de Biden aux USA, qui est parti sur des mécanismes de ce type. Il y a une taxe sur les super profits qui a été mise en place dans plein de pays pendant la crise ukrainienne, notamment pour taxer les énergéticiens qui ont pas mal profité de la crise et des prix de l'énergie. Donc ça a été fait dans des pays très libéraux comme le Royaume-Uni, quoi. Et pas seulement en Italie et en Espagne comme on pourrait le penser à la base. Donc en France, nous, on a préféré demander à nos pétroliers de faire un effort. Donc Total a fait effectivement ces 2 centimes là, son cap à 2 euros. Ça leur a coûté 500 millions sur les 5,7 milliards de bénéfices qu'ils ont fait en un seul semestre à ce moment-là, quoi. Toujours dans le rapport dont je vous parlais, du World Inequality Lab, il pousse assez fort l'idée de taxer un produit de riche, l'avion, pour financer l'adaptation des plus pauvres, notamment dans les pays qui en ont le moins les moyens. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée ? Oui, ça pourrait être une bonne idée. Elle n'est pas nouvelle. On parlait déjà d'une taxe sur les billets d'avion pour financer l'aide au développement depuis les années 90. Donc résultat, ça a toujours eu des effets quand même assez limités. Cela dit, il faut faire très attention quand même avec cette idée de la taxe sur les billets d'avion pour financer des activités écologiques, parce que ça se traduit souvent par de la compensation et par des logiques de compensation. On voit notamment maintenant quand vous prenez l'avion, vous avez est-ce que vous voulez compenser sur votre billet d'avion pour acheter d'ailleurs on n'a pas vraiment le choix et la compagnie aérienne en fait va financer le fait de planter quelques arbres. Et s'excuser en sorte des émissions qu'elle va générer. Bon, il faut juste faire attention à ça. Compenser c'est bien, mais ça doit pas empêcher de réduire à la base c'est pour ça qu'il faut réduire les vols intérieurs. Il faut limiter peut-être à un moment les vols à répétition sur de très longues distances. Éviter de faire voler les avions à moitié vides. Mettre des quorums pour pas qu'on puisse faire partir un avion où il y a à peine un quart de passagers. Bon, il y a des choses à faire là-dedans. Et puis moi, je voulais peut-être ajouter un petit mot aussi sur des mécanismes qui pourraient aider véritablement les pays du Sud à se développer. Et je pense notamment à ce qu'on appelle les swaps de debt for nature, qui consistent en fait à annuler une partie de la dette des pays en développement contre leur engagement de protéger un certain nombre de biens communs. On vient de le faire pour les îles Galapagos. Alors, les financiers privés en ont fait, disons, une forme d'emblème et de victoire. Ça leur a pas coûté grand-chose. C'était de l'ordre de 500 millions d'euros. Mais bon, voilà, on pourrait imaginer ce type de dispositif à beaucoup plus grande échelle. C'est un peu à l'Institut Rousseau, on avait été à l'origine d'un grand débat qui avait secoué un peu le monde économique sur les annulations de dettes détenues par la BCE en échange d'investissements dans l'écologie. Il faut rappeler que la BCE détient aujourd'hui 30% des dettes publiques de la zone euro. Ça représente pas loin de 4 000 milliards d'euros. On a là des mécanismes où on pourrait utiliser la création monétaire et on pourrait le faire aussi pour les pays en développement, c'est-à-dire annuler une partie de leurs dettes en échange de la protection de leur environnement, ou en échange de la transformation de leur outil économique, mais aussi l'idée de créer une liquidité au niveau mondial qui pourrait être dans l'idéal pilotée par l'Assemblée générale des Nations Unies et qui permettrait de créer de la monnaie pour les pays en développement dans l'optique de protéger les biens communs. Par exemple, si un pays... l'Angola renonce à mener des forages soit en eau profonde, soit dans la jungle et s'engage donc finalement à perdre un peu de l'argent, à avoir un manque à gagner, et bien ce manque à gagner pourrait être en partie compensé par de la création monétaire issue à l'échelle mondiale. Alors je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais on pourrait utiliser notamment un instrument qu'on appelle les droits de tirage spéciaux du FMI, qui sont une forme de quasi-monnaie qui peut être donnée à des États membres en échange, qu'on a utilisé par exemple pendant la crise financière de 2008, qui peuvent être convertibles en devises, et c'est un moyen pour un pays en développement de supporter ses investissements sans craindre une réaction
relations extérieures. Et puis je pense aussi qu'il faut arrêter le grand déménagement du monde, c'est-à-dire de revoir les règles de l'OMC sur le commerce, qui consiste aujourd'hui à faire en sorte de vendre du grain et du riz et des céréales subventionnés en Europe et aux États-Unis pour moins cher que ce que produisent localement des paysans en Afrique, en Amérique du Sud. Voilà, donc cette logique-là, pareil, appelle une refondation intellectuelle profonde qui doit se traduire ensuite par une refondation juridique des règles applicables à l'OMC en matière de commerce international, en matière de protectionnisme. Bon, même la taxe européenne qui va être mise en place, la taxe carbone aux frontières, on voit qu'aujourd'hui, déjà, il y a des États qui commandent des études pour regarder comment ils vont attaquer cette taxe au niveau des règles de l'OMC. Bon, vous voyez, tout ça, il faut l'anticiper, il faut le préparer, et il faut faire autrement. Donc il y a beaucoup à faire pour les pays en développement, mais là aussi, ça passe par une refondation de notre pensée et de nos outils économiques. Eh bien, qui dit refonder, dit fondation, et justement, si on regarde tout en bas de l'édifice économique, il y a un principe fondamental, la croissance. Alors il est exprimé par un indicateur, principal en tout cas, qui est le PIB, et tout se vaut dans le PIB. Et l'idée de croissance infinie de ce PIB, ça pose pas mal de questions, et on est de plus en plus à se dire qu'il y a peut-être un souci, malgré les certitudes à ce sujet de notre bon Bruno Le Maire. Alors, est-ce qu'on doit s'en débarrasser de cet indicateur du PIB, et est-ce qu'il faut le remplacer, ou peut-être juste le réformer, le compléter par autre chose ? Je vais reprendre ma citation préférée sur le PIB, qui est celle de Robert Kennedy, le frère du président assassiné, qui disait « Le PIB mesure tout, sauf ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue ». Et je trouve que c'est assez juste, c'est-à-dire que le PIB n'est qu'une mesure monétaire, c'est rien de plus que ça. Vous savez, il y a 3 manières de calculer le PIB, une approche par les coûts, par les revenus et par la production, par la plus-value. Et donc, c'est une mesure monétaire qui, en tant que mesure monétaire, peut être utile pour dresser des statistiques, voilà. Il ne peut en aucun cas être un indicateur de réussite des politiques publiques, un indicateur de bien-être, un indicateur de développement, évidemment pas. Voilà, donc il ne faut pas attendre du PIB ce qu'il ne peut pas donner. Et en même temps, il ne faut pas, j'allais dire, le vouer aux gémonies pour ce qu'il ne prétend pas être. Et donc, la question, est-ce qu'il faut dépasser le PIB ? C'est bien évident. Il y a aujourd'hui d'autres indicateurs qui existent, les ODD, les fameuses, les 17 objectifs de développement durable à l'échelle internationale, ont pour défaut de n'être pas extrêmement précis et prescriptifs, mais ils ont quand même pour qualité d'être associés parfois à certains indicateurs précis qu'on pourrait utiliser dans les politiques publiques. Et ce n'est pas les seuls. On a ce qu'on appelle l'indice de développement humain, l'IDH, on a d'autres indicateurs, et il faudrait en inventer de nouveaux qui porterait notamment sur la disponibilité des ressources, sur vraiment l'artificialisation des sols, sur l'épuisement des ressources forestières, sur la biodiversité on en a déjà un certain nombre, mais voilà, c'est tous ces indicateurs-là qu'il faut beaucoup plus utiliser dans le débat public. Alors comment les mettre en avant ? Eh bien peut-être qu'il faudrait qu'il y ait une revue générale de l'efficacité politique, j'allais dire, d'ensemble d'un gouvernement qui soit basé sur plusieurs indicateurs. Le PIB jusqu'à maintenant est le seul indicateur parce qu'il est très pratique. Il est très pratique pour comparer des choux et des carottes, pour le comparer à la dette, pour le comparer aux revenus, pour le comparer à un certain nombre de choses. Bon, et j'ai envie de dire, c'est un peu par commodité et par peut-être un peu par fainéantise aussi que les médias en ont fait le seul indicateur. Par ailleurs, pour la comparaison avec d'autres pays, a quand même relativement peu de sens, parce que dans ce cas-là, il faudrait plutôt parler du PIB par habitant, il faudrait parler ensuite du PIB déflaté de l'inflation et des niveaux de vie. Enfin bon, je vais pas rentrer dans un cours économique trop approfondi. Vous savez, il y a le fameux Big Mac Index qui montre que à travers le prix d'un Big Mac, on voit bien que les niveaux de vie sont très différents entre les pays et qu'ils ne peuvent pas être calculés
calculé par le seul PIB. Voilà, donc moi je plaiderais plutôt pour dire que le PIB, il faut le laisser à sa place et ne pas lui faire jouer le rôle qu'on entend lui faire jouer, et certainement pas en faire un guide de la prospérité et de l'efficacité économique d'un État. Je voudrais simplement quand même juste ajouter un petit mot très rapidement. Il y a parfois une tendance, quand on parle de décroissance, à vouloir une décroissance du PIB, mais il faut savoir aussi ce que ça implique au niveau de la masse monétaire. C'est peut-être un peu technique, mais c'est quand même très très important. Le PIB est étroitement corrélé au niveau de la masse monétaire, c'est-à-dire que les évolutions à la hausse comme à la baisse de la masse monétaire ont un impact direct et toujours dans le même sens sur le PIB. Donc il y a une corrélation très étroite entre les deux. Si vous voulez absolument une diminution du PIB, ça peut se traduire aussi par une diminution de la masse monétaire, ou peut-être qu'il faudra en passer par une diminution de la masse monétaire pour avoir une diminution du PIB. Et là, moi, je mets quand même en garde, parce que je ne crois pas que c'est avec une politique forcée de réduction de la masse monétaire c'est-à-dire une politique d'austérité, faut dire les choses comme elles sont, qu'on va réussir la transition écologique ou la reconstruction écologique dont je parlais. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien que il va falloir beaucoup d'investissements. Il va falloir déployer beaucoup d'argent, il va falloir beaucoup d'aide monétaire pour les ménages modestes, pour les agriculteurs, pour les convertir à l'agroécologie, etc. Et tout ça va quand même nécessiter des financements importants. Et on n'est pas à l'abri qu'une partie de ces financements génère peu ou prou de la croissance, même si c'est pas là l'objectif. L'objectif, c'est de gouverner par les besoins, et non pas par le PIB ou par d'autres indicateurs. Mais en tout cas, il va falloir des financements. Les véritables limites à la croissance, me semble-t-il, ne sont pas à chercher de manière un peu éthérée dans des mesures monétaires. Elles sont à regarder très concrètement au niveau des ressources, au niveau des sols, au niveau de ce qu'on peut faire ou de ce qu'on peut pas faire. Et ça, Guillaume va pouvoir vous le détailler. Mais c'est là qu'il y a véritablement les limites réelles à la croissance. Alors la disponibilité mondiale des sources d'énergie, est-ce qu'elle est un facteur structurant pour l'économie en général ? La réponse est clairement oui, absolument. La croissance long terme du PIB est-elle compatible avec la stabilité ou une décroissance énergétique ? Sujet compliqué, prenons les choses dans l'ordre. La croissance matérielle, donc qu'elle soit énergétique ou de ressources au sens large, on pourrait mettre d'autres choses là-dedans. Est-ce qu'elle est possible dans un monde fini ? Non. Voilà, croissance ad vitam, ça fait une courbe exponentielle dans un monde qui est borné, où la taille de la Terre n'est pas exponentielle elle-même, ça n'a aucun sens. Donc ça, je pense qu'un enfant peut le comprendre. Si on est tous les trois sur une île déserte et qu'on a 1 kilo de riz à se partager, et que je vous dis, ok les gars, aujourd'hui on prend une cuillère de riz demain 2, après-demain 4 et après-demain 16, et que je vous fais une courbe exponentielle où en 2 jours et demi on n'a plus rien, vous allez me regarder bizarrement et vous allez me dire non, on rationne et on va faire les choses sérieusement. Donc la théorie qu'il y a derrière ça, c'est, je ne sais pas si vous connaissez l'économie du donut. C'est un concept qui a été développé par Kate Raworth à Oxford, à l'université d'Oxford, qui dit qu'une économie saine, c'est une économie qui est située quelque part entre 2 limites. Une limite basse qui est liée à un minimum de confort et de développement pour que la population soit en sécurité, ait une vie digne. Et le maxima, c'est le respect des limites planétaires, tout simplement. Donc il y a des aspirations nationales et des responsabilités globales qu'il faut conjuguer. Il y a une zone dans laquelle c'est OK et on arrive à faire les choses bien. Donc il est absolument nécessaire de revenir dans ces limites planétaires. On en a dépassé 6 sur les 9 actuellement qui sont listés. À partir du moment où on a ce donut en tête, en fait, au niveau global, vous me dites, est-ce que le Malawi qui est en dessous du cœur du donut, qui n'a pas ses besoins minimaux satisfaits, est-ce que eux doivent croître ? Bah oui, matériellement, oui. Est-ce que les pays du Nord qui sont largement au-delà du donut doivent croître matériellement ? La réponse est non, elles doivent décroître matériellement et vite et fort. Maintenant, ça c'est les ressources matérielles, et la question d'après c'est est-ce que la croissance long terme du PIB
est-ce qu'elle est compatible avec une décroissance énergétique et matérielle? Et là, pour moi, ça pose deux questions. Il y a la question, parce que dans le PIB, il y a plusieurs composantes. Il y a une grosse part qui est liée à l'énergie. Et là, il y a une part qui est liée à d'autres trucs. Sur la part qui est liée à l'énergie, la question c'est, est-ce qu'on est capable de découpler, le fameux découplage, le PIB et la consommation d'énergie, et notamment la consommation d'énergie fossile. Si vous écoutez Jean-Marc Jancovici, que vos auditeurs connaissent bien, il vous montre la courbe de corrélation parfaite entre les deux et il vous dit que ça fonctionne pas. On observe des découplages partiels, ici et là dans le monde. Par exemple, c'est le Danemark qui semble avoir réussi à découpler ses émissions ces dernières années de son PIB, y compris en empreinte, c'est-à-dire sans tricher en externalisant ça à l'étranger. On observe parfois des découplages partiels sur l'eau, par exemple, à certains endroits. Mais globalement, au niveau mondial, pour l'instant, c'est pas le cas. Et de toute façon, c'est partiel. Au niveau énergétique pur, les énergies renouvelables, elles arrivent pas à la place des énergies fossiles, elles arrivent en plus donc on n'est pas du tout en train de transitionner, et une bonne partie du découplage énergétique, enfin de PIB énergie qu'on a réussi à faire dans les pays développés, historiquement, c'est surtout parce qu'on a triché en exportant ça à la Chine. Il y a 20% du PIB chinois qui a été exporté vers l'Occident ces 20 dernières années, et on utilise de surcroît encore de l'énergie fossile, super efficace, etc., pour extraire tout ce dont on a besoin pour faire nos énergies renouvelables, nos batteries, nos véhicules électriques, etc. Donc mon avis d'ingénieur sur la partie énergie, c'est on triche pas avec la thermodynamique, et à partir du moment où toute activité humaine repose sur une réalité physique, ça me semble compliqué. Même ce qu'on appelle les services aujourd'hui, même ce qu'on appelle le digital, le dématérialisé, n'est pas du tout dématérialisé, il repose sur des énormes infrastructures, nos téléphones, nos box, les data centers, les câbles sous-marins et j'en passe. D'ailleurs, je sais pas si vous avez un peu les chiffres sur les téléphones, mais il y a 5 milliards de téléphones portables sur la planète. Ils ont une durée de vie en moyenne de 2 ans. Et le chiffre à retenir, c'est 70. Chaque téléphone demande 70 kilos de matières premières, répartis entre 70 matériaux différents, dont la moitié sont des métaux rares, compliqués à extraire, etc. Et 70%, encore un 70, des déchets électroniques, on les envoie ailleurs, en Asie, en Afrique, pour être désossés, incinérés, mis en décharge sauvage, voilà, avec des problèmes humains et sanitaires qui vont avec. Donc le problème, en fait, c'est qu'il faut tout découpler en même temps et pas uniquement les émissions, quoi. Il y a les 9 limites planétaires et il faut travailler sur l'ensemble à la fois. C'est Aurélien Barraud qui j'aimais bien ce qu'il dit à ce sujet. Il dit si vous occupez donc uniquement des émissions et que vous continuez d'appeler croissance le fait de raser un espace gorgé de nature, un hectare de forêt par exemple, pour en faire un entrepôt à Amazon ou un supermarché, ou même mettons un truc utile socialement, une école, ou peu importe, vous avez beau le faire avec un tractopelle solaire qui émet 0 g de CO2, vous faites toujours de la destruction de biodiversité, de l'utilisation de ressources, de l'artificialisation, etc. Donc sur la partie énergie, c'est sûr que l'intensité énergétique du PIB va baisser. Pour moi, c'est obligatoire. Et après, pour rejoindre un peu ce que disait Nicolas, il y a l'autre partie du PIB qui est toute l'économie du care, donc prendre soin. On peut imaginer, il y a une partie du PIB aussi qui est liée à la main d'œuvre. Donc, on le sait maintenant dans la transition écologique, il y a tout un tas de secteurs qui potentiellement vont devenir plus intensifs en main d'œuvre. L'agriculture, par exemple, quand on passe de l'agriculture intensive à de l'agroécologie, on utilise plus de main d'œuvre. C'est vrai dans plusieurs secteurs. Le plan de transformation de l'économie française du Shift Project montre qu'on crée de l'emploi. Créer de l'emploi, c'est aussi créer du PIB. Donc, l'équilibre général, il est encore à creuser, à travailler. Mais ce qui est sûr, c'est que on est d'accord complètement. Il faut repartir des besoins. Le PIB comme boussole unique et aveugle, c'est fini. Il faut revenir dans les contraintes physiques qui sont les nôtres, avec cette histoire de donut, en commençant du coup systématiquement par des mesures de sobriété plutôt que des mesures de conversion technologique et de techno-solutionnisme. Voilà, et puis la question c'est, est-ce qu'on a les ressources pour faire ça comme on le veut? Pour prendre un exemple simple, est-ce que on a assez de métaux
lithium, cobalt, cuivre, etc. pour faire les scénarios de neutralité carbone dont on parle. Là, il y a encore du débat dessus. Ce qui est sûr, c'est que si on raisonne uniquement à iso-usage, comme on le fait en fait là dans le débat public, on dit vous inquiétez pas, il suffit de remplacer vos voitures thermiques par des voitures électriques. En fait, si on raisonne comme ça, c'est mort, ça passe pas. Ni en termes de stock, ni en termes de pente, de possibilité de monter en charge industrielle, ni en termes de rien du tout. Donc c'est forcément couplé à de la sobriété, à des changements d'usage, à un changement de paradigme en fait, de la manière dont on s'organise, dont on conçoit, pour revenir sur le PIB, ce qu'est le développement, ce qu'est la prospérité, ce qu'est la réussite. Il y a tout un tas de choses à décoloniser dans nos imaginaires à ce propos-là. Économie du donut et sac de riz sur une île déserte, les métaphores alimentaires, elles sont en général de bon goût pour parler de nos limites planétaires. Alors, les plus anciens de nos auditeurs se souviendront peut-être que quand il n'y avait pas assez à manger en France, pendant et après la Deuxième Guerre mondiale, la nourriture était tout simplement rationnée. Alors, est-ce que c'est ça la solution ? Rationner certains biens et services pour garantir que chacun en ait au moins une petite part. Donc ça revient à restreindre le marché, restreindre la liberté de produire, de vendre, d'acheter. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, il y aura certainement, en effet, ça fait partie de la modification des comportements. Donc, en effet, il va falloir éviter toute une série de comportements dommageables, voire même complètement inutiles. Mais ça, on peut pas on peut pas le décider en dehors d'un effort collectif de réflexion et d'acceptation. On peut pas, c'est ce qu'on disait au début de l'entretien. Ça nécessitera forcément de la discussion, du dialogue et un accord démocratique sur les limites qu'on se met sur nos comportements, que ça soit sur le fait de prendre l'avion, sur le fait de se déplacer avec une voiture individuelle. Il faut pas non plus avoir une vision, j'allais dire, dictatoriale de la transition, sinon ça marchera pas. Il faut le faire avec beaucoup d'éducation. Il faut le faire avec beaucoup de dialogue, il faut le faire avec de la patience, et il faut avant tout commencer par donner aux gens les alternatives pour se comporter autrement. Et puis il va falloir aussi c'est-à-dire que là, quand on parle de ces contraintes-là, il va falloir avant tout les imposer non pas aux citoyens, mais d'abord aux entreprises. Parce que des entreprises qui produisent aujourd'hui à tour de bras des déchets plastiques à usage unique, des entreprises qui font tourner des hauts fourneaux sans aucune considération pour les émissions de gaz ou pour la décarbonation de leurs procédés de fabrication, c'est ces comportements-là qu'il va falloir changer en premier lieu. Ça doit être négocié, ça doit faire l'objet d'une négociation collective, ce qui suppose mais c'est très profond parce que ça suppose de sortir de 2 siècles et demi de libéralisme qui se sont réduits à laisser faire, laisser passer, laisser faire dans les entreprises, laisser passer les produits, donc pas de barrières, pas de Et cette vision-là du laisser faire est antinomique avec la responsabilité qui doit être la nôtre aujourd'hui et qui doit nous obliger à nous projeter, à planifier et à décider. Et donc décider, ça veut dire sélectionner, ça veut dire se restreindre parfois, ça veut dire déterminer des hiérarchies et donc forcément, au final, ne plus tout laisser faire. Et je terminerai sur la notion de liberté. En fait, on disait tout à l'heure, il faut redonner leur sens aux mots et rediscuter collectivement et démocratiquement du sens qu'on donne aux mots. Donc on l'a dit sur le développement, la prospérité, etc. Mais là, tu touches un point qui est la liberté. Les opposants à toute mesure qui disent que les écologistes sont là pour nous priver de nos libertés. Moi, je pose la question, c'est quoi la liberté dans 30 ans de pas pouvoir sortir de chez soi pendant une canicule, pendant une pandémie, parce qu'on sait que tout ça évidemment est lié les zoonoses, à la perte des espaces
naturelle. La notion de liberté, elle est vraiment on est rentré dans un truc extrême de la liberté, c'est pouvoir maximiser son champ des possibles tout le temps et en n'importe quel lieu et heure, alors qu'en fait cette maximisation des champs des possibles, elle est exercée de fait uniquement par une minorité qui a les moyens de le faire et qui peut se permettre de aller faire son week-end en avion à Istanbul pour 5 €. Mais la plupart des gens, ils sont déjà sous contrainte, déjà d'une. La notion de liberté, à mon avis, il faut la retourner complètement. Pour moi, c'est pouvoir vivre en bonne santé dans un environnement sain, en créant du lien social, en étant épanoui. En résumé, ce qu'on dit, c'est que la liberté ne pourra plus s'exercer sans responsabilité. Et que c'est à ça qu'il va nous falloir réfléchir collectivement pour que ça soit accepté et pour que ça soit un projet humain, un projet collectif, un projet qui nous engage et je reviens sur ce que je disais au début, qui nous permet de réinventer notre manière d'habiter le monde finalement. Et ça, c'est quand même une belle aventure aussi, c'est un beau défi et personnel et collectif. Donc c'est à ça qu'on doit réfléchir aujourd'hui. Des valeurs, de l'éthique pour faire de vrais choix de société. Alors c'est pas trop mal comme conclusion à notre échange, mais avant de vous quitter, cher Nicolas et Guillaume, on vous laisse la parole, libre encore, pour quelques conseils de lecture à nos auditeurs. Alors, parmi les travaux de l'Institut Rousseau, bien sûr, je vais en citer quelques-uns évidemment. Alors on a publié récemment une note sur la semaine de 4 jours. Et je pense que aussi ce thème du travail doit être repensé parce qu'il touche à ce qu'on dit, à notre rapport à la nature, à notre rapport à l'humain. Travailler moins, travailler avec plus de distance parfois. C'est aussi permettre de mieux partager les choses, de donner plus de temps libre, de permettre une meilleure réappropriation de sa vie, pas être toujours dans le stress et dans la contrainte. Et sur un plan plus personnel, bien écoutez, moi je me suis replongé dans Paul Valéry et ses regards sur le monde contemporain et je trouve ça très très intéressant puisque on voit que la problématique justement de faire société, de donner du sens était la même dans des périodes qui étaient déjà des périodes de crise comme l'entre-deux-guerres et donc vraiment Paul Valéry, vous savez, c'est cet auteur qui avait dit cette phrase très célèbre, très connue, nous autres, civilisations, nous savons désormais que nous sommes mortels. Et à l'époque où il l'écrivait, il pensait à la guerre, il pensait à justement cet échec de la raison, de cette croyance absolue dans le progrès scientifique et dans le progrès humain, qui n'avait pas empêché la Première Guerre mondiale, qui n'avait pas empêché l'humanité de pousser l'horreur jusqu'à ses limites les plus extrêmes. Et bien aujourd'hui, on a une autre forme de défi, et encore que le changement climatique pourra être aussi facteur de guerre, de déplacements forcés. On a peine à mesurer, si on ne maîtrise pas le changement climatique, les catastrophes réelles qui vont s'abattre sur nous et qui seront très difficiles à maîtriser. Et donc il faut vraiment se reposer la question de l'humain, de la société, du collectif et véritablement de la dignité humaine, parce que moi je crois fondamentalement que l'écologie est un humanisme aussi. C'est véritablement une manière de penser l'humanité, de la concevoir dans différents domaines, et pour ça les grands penseurs humanistes, de Rousseau à Paul Valéry et au-delà, sont essentiels à lire. Et puis bon, je termine rapidement. Conseille aussi véritablement de lire Rousseau, évidemment, sinon je ne serais pas à ma place. Voilà pourquoi on a choisi le nom d'Institut Rousseau, parce que Rousseau avait lui-même identifié à son époque les 3 grands défis qui se posent à l'humanité. La question du rapport aux inégalités, c'est son discours sur l'inégalité. La question du rapport à la République et à la société, c'est le fameux contrat social, mais aussi la question du rapport à la nature qui imprègne toute l'œuvre de Rousseau, et notamment ces fameuses rêveries du promeneur solitaire. Et donc c'est des bonnes lectures pour penser le XXIe siècle.
Moi, je conseille toujours André Gortz. Par exemple, Leur écologie et la nôtre, qui est un recueil de tout un tas de textes que personnellement je trouve brillant et qui traite de tout, mais qui montre que l'écologie est sujet très politique. Il critique assez radicalement tout un tas de choses sur nos modes d'organisation, les formes de domination, tant par le travail que sur la nature, le consumérisme, etc. Vraiment, ça vaut le coup. Et sinon, j'ai beaucoup aimé aussi récemment Chamaillou, l'auteur. Le titre s'appelle La société ingouvernable. Et en gros, c'est Grégoire Chamaillou. Il retrace un peu tout l'historique depuis les années 60-70. Toute la généalogie d'une forme de libéralisme autoritaire, en fait, qui est apparu petit à petit. Et il s'est rempli de quotes, de citations. Donc il reprend un peu tous les débats qu'il y a eu dans les mouvements, dans l'élite intellectuelle libérale, capitaliste américaine de ces décennies-là, et comment des stratégies ont été élaborées activement pour contrôler, gouverner, contrôler, d'où le titre La société ingouvernable, tout ce qui s'opposait à l'exercice la maximisation du capital, en commençant par les ouvriers dans les usines, puis la société civile, d'abord les managers, ensuite la société civile quand dans les années 70 il a commencé à avoir des scandales environnementaux aux États-Unis, etc. Et ça montre vraiment comment tout ça a été pensé, débattu à l'époque, comment d'ailleurs des formes néolibérales du capitalisme qui sont intouchables aujourd'hui dans leur orthodoxie, faisaient pas du tout l'unanimité. Et il y a encore quelques décennies, on prenait ces gens-là pour une frange marginale du capitalisme. C'est hyper intéressant pour comprendre comment on est arrivé à la situation dans laquelle on est. Voilà. Et un petit dernier pour se faire plaisir, la lettre de Mansholt, qui était... j'espère que je vais pas dire des bêtises, mais en gros, il était président de la Commission européenne. Et au moment où il a lu le rapport du Club de Rome sur les limites à la croissance, il a eu une révélation. Il est allé voir son successeur et lui a fait une lettre en mode les gars, il faut tout changer. Et donc il parle de tout ce qu'on discute là, mais en 74-75. Et quelqu'un qui était à la tête de la Commission européenne, c'est quelque chose quand même. C'est très court. Et ça vaut le coup de le lire. Il parle rapport à la nature, rapport au monde, baisse du temps de travail, limites planétaires, etc. C'est passionnant et c'est d'autant plus marrant que c'est la personne qui le dit qui rend ça intéressant. Et c'était sur la table il y a 50 ans, quoi. Et vous trouverez tous les liens vers ces références en description de l'épisode. Un grand merci à nos invités Nicolas Dufresne et Guillaume Kerlero de Rosbaud de l'Institut Rousseau. Tchuss! Le podcast Time to Shift est réalisé par les Shifters, les bénévoles du Shift Project. Ce think tank dirigé par Mathieu Ozano et présidé par Jean-Marc Jancovici a un objectif, faire progresser le débat et les actions pour une économie post-carbone. Un monde libéré des énergies fossiles et préservé du changement climatique. À très bientôt pour toujours plus de Shift.